c'est pas des morts qui font peur souvent aux constellations, c'est très rare. Ils sont accessibles, on peut leur parler, et puis du coup ils sont incarnés par des personnes vivantes. On peut prendre la personne dans les bras, c'est très ressourçant de venir pouvoir avoir ce contact-là. J'avais une sœur avant moi et d'avoir pu communiquer avec elle. J'ai pu prendre l'ampleur de quelle place elle avait pour moi, de quelle place elle avait eu dans la façon dont j'ai pris le droit à l'existence ou non, dont la culpabilité d'être en vie alors qu'elle ne l'est pas, des choses comme ça. Tant que j'avais pas l'élément, on peut tourner autour, mais là d'un seul coup, oui, ça libère beaucoup. C'était aussi un accélérateur dans les deux sens parce que du coup, ça me permettait en analyse d'aller identifier le point précis, là où l'énergie est disponible pour que la constellation soit la plus efficace et la plus utile. Quand on sait précisément que le nœud il est là, on constelle sur ce sujet et là tout de suite c'est plus efficace. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. J'ai tendance à être catalyseur de grandes purges, donc voilà, en général, quand dans une demi-journée j'ai incarné plusieurs rôles déjà, et donc oui, ça m'est arrivé effectivement des espaces où on enchaîne les constellations, c'est très intense, c'est très beau, très profond, mais il n'y a pas beaucoup d'espace de respiration, il n'y a pas de moment de danse ou même de méditation ou quelque chose où on va dans le lourd tout le temps. Et moi, je trouve ça pas forcément évident après de ressortir léger après ça, quoi. Après, on dit que ça continue à travailler, que les constellations, il se passe quelque chose pendant le temps de constellation et que si on est encore dans l'émotion, on sait que ça continue à agir, donc tant mieux. Mais je trouve qu'on n'est pas tout le temps dans cette énergie-là de « allez, je vais aller dans le dur ». Donc c'est bien d'arriver aussi avec de la douceur et de se dire aussi, c'est aussi un moment vraiment de joie et de plaisir et c'est ce qui permet de revenir, parce que moi j'ai des retours parfois des amis à moi qui me disent j'ai essayé une constellation, ou parfois des personnes qui me contactent, je leur demande si ils ont déjà fait des constellations, et des fois j'ai des retours de j'en ai fait une il y a 10 ans. Je me dis 10 ans entre les deux, c'est récurrent ça, des personnes qui me contactent qui ont testé ça, ils me disent ça a été une déflagration, c'était très bien, mais un peu fort, quoi. Donc, moi, je trouve que ça va avec ma façon de pas avoir... de rester connecté à la joie, de remettre des moments où on retourne dans le corps, où on retourne dans la danse, ou un moment où on va pouvoir chanter en chant spontané ou en son, ou avoir une pratique corporelle, méditation active ou autre. Et ça permet que ça soit aussi un endroit cocoon, un espace où on vient vraiment apporter du soin, mais aussi dans la douceur, quoi. Je pense qu'un autre mot, je pense que les mots qui me portent, il y a la joie et il y a la douceur. Avec cette idée de la puissance de la douceur. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans l'idée... parce que l'envers de ça, moi, j'entends on vient me rapporter beaucoup de choses sur des personnes qui ont été constellées ailleurs, ou il y a celles qui ont été complètement chamboulées, ça a été trop fort. La dernière fois, j'en ai une qui m'a dit j'ai eu une ouverture de conscience, mais j'ai mis plusieurs années à... L'idée, c'est pas de mettre plusieurs années à se remettre d'une constellation, donc il faut que ça soit au rythme de la personne. J'ai perdu ce que je voulais dire. Du coup, je me relie à ces deux mots, à la joie et à la douceur. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus l'idée de rester en surface. Parfois, on est prêt à aller dans les couches profondes, et parfois, il y a aussi de la joie et même un grand plaisir, quelque chose qui exulte, d'aller libérer en profondeur quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. La purge émotionnelle, les larmes, ça peut aussi se traverser dans une forme d'extase, hein. Enfin, il y a des moments comme ça où on peut sortir. Donc, mon idée, c'est pas du tout de rester en surface, c'est de rester là où la personne, elle en est, là où c'est bon pour elle, d'aller descendre dans l'émotion. Si parfois, la personne, elle en est à un niveau où sa constellation, c'est de venir placer les choses, juste de voir
Et parfois, il n'y a pas encore d'émotion ou quoi, mais déjà, ça a fait son travail. Et peut-être dans une prochaine constellation, on descendra plus profond dans l'émotion. C'est que c'est juste comme ça. Et pour une autre personne, ça va être, quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, on pourrait dire, voire théâtral. Il y a aussi cette dimension-là un peu qui relie aussi au plaisir dans les constellations. C'est que parfois il se passe des choses un peu incroyables, tout le monde est un peu scotché de ce qui vient se montrer, mais à partir du moment où c'est ok pour le groupe, où c'est ok pour la personne qui constelle, et où on vient pas pulvériser les défenses de la personne, ça n'a aucun sens, parce que après elle arrivera pas à intégrer en fait ce qui est venu se montrer, ce qui est venu bouger en elle. Donc voilà, cette idée de la douceur, c'est pas du tout de rester en surface et d'avoir peur des émotions, d'avoir peur d'aller visiter les morts, d'aller visiter les traumas transgénérationnels, d'aller visiter les zones de honte c'est au contraire très très bienvenu à partir du moment où c'est disponible. Moi, je suis très attentive. Dans la constellation, il y a des signes corporels, en fait. À partir du moment où des représentants vont se tenir les bras fermés, voire fermer les yeux, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas prêt, qui est pas mûr. Donc, dans ce cas-là, on fait un pas en arrière, voire on arrête la constellation. Peut-être c'est pas le moment de consteller sur ce sujet-là ou dans ce groupe-là, à ce moment-là. Peut-être ça sera bien de faire une constellation individuelle ou d'avoir des séances de thérapie individuelle pour permettre d'ouvrir quelque chose. Moi, je pense que c'est important de pas forcer et... Parfois, j'ai assisté à des constellations où le constellateur, il force un peu. On voit bien que le système est fermé, on y va. Voilà, je pense que c'est important de doser, à la fois de laisser le temps. Parfois, il faut juste un peu de temps. Parfois, demander aux représentants. Et là, si juste tu te poses un peu dans ton cœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient, une émotion, et hop, peut-être ça va s'ouvrir. Et puis parfois, c'est pas disponible et c'est ok comme ça. C'est que c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon chemin. Voilà. Eh ben, ça fait une très bonne intro, ça. Voilà. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Ah oui, c'était l'intro. C'était pas forcément ce que j'imaginais, mais je trouve que c'est une belle façon de commencer ce podcast, de montrer quelle est la teinture que tu apportes dans ce qui est une constellation, parce que je crois que ça se voit de plus en plus, même si je suis pas sûr que tout le monde qui regarde ce podcast ou qui entend ça sache réellement ce que c'est. Oui, mais on entend beaucoup de choses en fait. C'est ça aussi, moi j'ai à cœur, c'est pour ça aussi que ça me fait plaisir de prendre la parole là-dessus, c'est que on entend beaucoup de choses. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent avec des vraies peurs, qui arrivent en disant oh là là. Alors il y a les deux peurs, il y a je vais rien sentir, moi je suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est un autre monde, un peu perché. Ok, ça m'attire, mais je sens que moi je vais rien ressentir. Il y a des personnes qui me disent j'ai peur d'être de trop dans le groupe, de vous ralentir. Alors ça ne m'est jamais arrivé, je pourrais le dire aux gens. On a encore eu l'exemple il y a tout récemment, une personne qui peut-être va rien ressentir, ça peut être totalement juste parce qu'elle est en train de représenter une part anesthésiée de la personne, quelqu'un de figé dans le système, et le fait qu'elle ressente rien, c'est une info énorme et c'est ça qu'on avait besoin de voir à ce moment-là. Et la personne, elle est représentante à l'endroit exact où elle devait être, et ça vient travailler pour elle, et ça vient montrer quelque chose à tout le groupe. Et donc, je tenais à le dire que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un représentant qui est à côté de la plaque, ou qui... Alors, je prends le temps toujours d'avoir chaque personne au téléphone avant, donc de vérifier que la personne, elle en est à un endroit de son chemin où c'est bon de venir faire une constellation. C'est rarement les personnes qui viennent faire des constellations, en tout cas qui me contactent moi, mais je pense que c'est assez général. C'est rarement des personnes qui en sont au tout début de leur chemin d'introspection, de travail sur elles-mêmes. On commence rarement par la constellation. Peut-être ça arrive, mais en général, c'est des personnes qui ont déjà cheminé un peu, qui ont fait potentiellement des psychothérapies ou d'autres travails énergétiques ou corporels. En général, il y a déjà eu un biais d'entrée, et il n'y a pas du tout besoin d'être médium, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de capacités extrasensorielles pour venir consteller, pour être représentant. Et il y a effectivement, en fonction de l'habitude des gens, et oui, il y a des représentants qui ont vraiment l'habitude et qui vont avoir des messages très précis, qui vont avoir des phrases précises, qui vont dire là, je sens que je représente telle arrière-grand-mère qui a vécu tel traumatisme. Bon, des fois, on a des infos très précises, mais c'est pas nécessaire, en fait. Parfois, juste de voir l'énergie dans laquelle est la personne, son état de corps, son état de respiration, son regard, où elle regarde, si elle est connectée, si elle est en lien, ça suffit comme info.
Et les constellations, il y a ça aussi dans les personnes qui s'intéressent mais qui osent pas y aller. Des fois, il y a une forme de curiosité, de vouloir aller un peu fouiller dans les affaires des ancêtres, comme on ferait de la psychogénéalogie ou du travail de recherche généalogique. C'est pas vraiment ça, et même la curiosité c'est pas le bon moteur, quoi. L'idée, c'est pas d'aller fouiller dans les secrets de famille, c'est de repartir toujours du présent, de ce qu'on vit soi, de ce qui est bloqué pour soi au présent, même si on sait qu'il y a eu des gros traumas familiaux. Peut-être c'est pas ça qui va se montrer là dans la constellation, et peut-être c'est pas le chemin juste d'aller réouvrir les gros dossiers à ce moment-là. C'est vraiment à la fois une pratique qui est pas centrée sur le je dis, mais sur le nous, sur le système, alors ça, c'est pas que familial aussi, ça c'est une autre croyance de pas mal de personnes qui me disent mais moi est-ce que je peux travailler sur une problématique professionnelle? Oui, tout à fait. Ça part, le premier groupe dont on est issu, c'est la famille, mais de là, c'est des poupées gigognes. On fait partie de tas de groupes, que ça soit notre pays, la société dans laquelle on vit, l'entreprise dans laquelle on travaille, une association dans laquelle on œuvre. Et en constellation familiale, on ne se contente pas, c'est dur à dire, à la famille. Vraiment, c'est voilà. Et moi, dans la façon dont je travaille, ça dépend des gens. Il y a des constellateurs qui demandent d'abord d'avoir eu une séance individuelle, voire plusieurs avec la personne qui va consteller, où on fait un arbre généalogique, où on note des choses. Moi, je travaille pas comme ça. Je travaille avec assez peu d'infos, donc c'est totalement ok de venir consteller quand on ne sait rien de ses ancêtres. Ouais. Je vais peut-être interrompre à cet endroit. Vas-y. En fait, ce que je me dis, c'est qu'on est en train de balancer plein d'infos. Et peut-être que j'aurais envie de structurer un peu cette discussion. Ouais, vas-y. Je me dis que dans un premier temps de cet échange, j'aimerais permettre aux gens de se lier à toi avec le genre de besoins que tu as traversé qui pourraient faire écho à leurs propres besoins, et peut-être qu'ils pourraient se dire ah ok, donc je trouve de la tranquillité à aller voir ce genre d'endroit, parce que j'ai le droit en fait d'avoir quelqu'un qui témoigne j'ai vécu ça, et on peut passer à travers. Et dans un second temps, rentrer un petit peu plus dans l'aspect technique et revenir peut-être sur ces choses-là. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me semble crucial pour moi aujourd'hui, et c'est le truc qui m'a enthousiasmé quand j'ai entendu parler de toi. Oui. Je sais plus si c'est Camille qui m'avait parlé de toi d'abord, ou si c'est toi qui étais rentré en contact avec moi direct. Pas très important. Mais le fait que tu aies cette casquette de psychologue, et que tu ajoutes à cette casquette-là principalement de la constellation, mais on le verra ensemble, il y a d'autres choses. Ça me semble précieux, parce que je crois que ce dans quoi on est aujourd'hui est essentiel, à condition que ce soit mouvant et que ça accepte d'autres choses, et t'incarnes ça, donc c'est trop cool. Comment tu te sens, Raphaël? Bien, j'ai l'impression que je parle beaucoup s'il y a plein de choses à dire, mais ouais. Trop bien. De toute façon, on est là pour laisser parler la star aujourd'hui. Hein. Donc, on y va. Raphaël, je trouve que dans les échanges qu'on a eus pour préparer ce podcast, tu portes des choses à l'intérieur de toi qui font écho à beaucoup de choses que j'ai vues chez des femmes que j'ai côtoyées quand j'étais plus jeune, ou ce que des femmes ont pu me témoigner, avec ce truc de vouloir être parfaite, de vouloir répondre à une espèce de norme, qu'elle soit nommée ou qu'elle ne soit pas nommée. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu de quel moule tu sors, et surtout comment ça s'est passé pour toi, ce moulage, quoi. Oui, alors effectivement, tendre vers la perfection, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai été une petite fille, on va dire très gratifiante pour ses parents, qui fait pas de vagues, qui a pas fait de crise d'adolescence, qui était première de la classe tout le temps, qui devait surtout pas trop faire de vagues, pas trop faire de bruit, pas trop prendre de place, si ce n'est la place de valoriser sa famille, ses parents. Donc pas très connectée à ce qui est vrai, enfin à mon désir, quoi, à ce qui serait vraiment vivant en moi, très connectée au désir de l'autre, par contre, de répondre aux attentes, de répondre jusqu'à m'en rendre malade, on peut dire. Voilà, il y a eu un peu quelque chose comme ça. Répondre aux attentes, ça voudrait dire quoi, par exemple? Quand des injonctions du type être la première de la classe, ça suffit pas, il faudrait être meilleur que toi-même. Bon, c'est des choses que j'ai pu entendre, et donc c'est une course un petit peu infernale, parce qu'on peut toujours chercher à être meilleur que soi-même.
j'ai été une enfant qui a pas complètement pu vivre, ou assez peu même, l'insouciance de l'enfance, le fait de faire des bêtises, le fait d'être cracra, le fait de pas être comme on attendrait que je sois. Et jusqu'à faire une classe prépa, faire des études valorisantes, coûteuses énergétiquement, qui sont pas du côté de on fait des études et on fait la fête à côté. Et jusqu'à arriver à un endroit de craquage, un endroit où forme de burn-out. Moi, j'ai fait un moment où c'était plus possible, je ne fonctionnais plus en fait. Il s'est passé quoi pour toi à ce moment-là? Je pense que j'ai répondu à 120% aux attentes pendant des années. Beaucoup d'adultes ont mis beaucoup d'espoir en moi, quand je parle de que ce soit la famille, les profs. Et à un moment donné, j'ai passé le concours de Normal Sup et je l'ai pas eu. Contre toute attente, tout le monde s'attendait à ce que je l'ai. Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est effondré. Alors que moi, au fond, c'était, je pense, pas si important pour moi de l'avoir, ce concours. Mais il y avait cet endroit de, là, je n'ai pas pu répondre aux attentes. Là, un endroit où ça casse, quoi. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est complètement effondré, où je pleurais toute la journée et où je pense tout le transgénérationnel, toute l'histoire de ma petite enfance, tout remontait. Et j'étais juste submergée par des choses beaucoup trop lourdes pour moi, que je portais depuis beaucoup trop longtemps, et qui me rendaient, qui invalidait mon fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à lire, j'étais trop submergée par des choses qui remontaient de l'inconscient, du transgénérationnel. Voilà. Ok. Et avant que ça craque, tu te sentais comment face à ces études? Parce que je me dis, c'était quoi? Enfin, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont sur le point d'arriver au craquage, et peut-être qu'il serait possible pour eux de se rendre compte avant d'arriver au craquage qu'il y a des trucs, quoi. Et c'est quoi les signaux qui auraient pu te accrocher ton attention, mais tu disais, waouh, ça va. De laisser de côté ce qui était le plus, j'ai parlé de la joie là en début de discussion, de laisser de côté ce qui me mettait le plus en joie. En fait, ça c'est un signal. J'invite tout le monde à garder le cap de sa joie, parce que moi j'ai toujours eu une fibre artistique très prononcée, avec en même temps une espèce d'interdit d'aller vraiment vers cette voie-là. Et quand je suis rentrée en classe prépa, alors c'était une prépa littéraire, donc on va dire du côté littérature, il y avait un peu le côté artistique quand même, mais c'était pas on me demandait pas d'écrire des romans, mais plutôt des dissertations et des choses bien construites. Et donc j'avais lâché toute la part. Moi je faisais pas mal de théâtre, je dessinais beaucoup, et là il y avait plus de place pour ça. Okay. Et à un moment donné, c'est ce qui m'a tenue quand ça a craqué, que je fonctionnais plus, mon corps tenait plus, j'étais malade tout le temps. La dernière année de prépa, j'ai dû passer 6 mois sur 12 malade. Malade comment? Alors, j'ai enchaîné des bronchites à répétition, je digérais plus, je pouvais plus rien manger, enfin, je dormais plus, ça n'allait physiquement plus du tout. Je faisais des crises de tétanie. Ah ouais, ça c'était mon corps qui parlait, qui disait stop, tout mon corps s'arrêtait, tout mon corps se figeait. Devenait dur comme une pierre. Il y avait quelque chose qui se manifestait comme ça. Et l'endroit qui pouvait encore me tenir, c'est que je me traînais, donc malade et tout, alors que j'étais en prépa dans les cours du soir aux Beaux-Arts, et j'allais dessiner. Et là, j'étais vivante, j'étais debout, je trimballais mon énorme carton à dessin dans tout Paris, et là, j'étais en joie, quoi. Mais c'était des espaces volés, quoi, des petits moments. Et donc je pense que ça c'est un signal de moment où ça va craquer, quand le moment qui te rend le plus vivante, le plus joyeuse, ça reste des espaces volés, et voire ça disparaît complètement, encore pire. Voilà, ça c'est. Ok. Et comment tu cherchais à prendre soin de ça à l'époque? Alors à l'époque, j'étais pas du tout, j'avais jamais vu de psy. Je pense que j'avais dans l'adolescence rêvé d'aller parler à une psychologue. Et jamais osé le demander. J'ai eu des phases déjà, des épisodes dépressifs à l'adolescence, voire dans l'enfance, des moments où oui, j'aurais rêvé avoir quelqu'un qui m'écoute, mais c'était pas audible parce que j'étais, je pense, dans ce
moule de l'aîné de la famille qui réussit, pour qui tout va bien, et alors qu'au fond, ça n'allait pas du tout. Et donc en prépa, j'étais pas encore au moment. Je me rappelle une prof qui m'avait dit peut-être vous pourriez consulter. Je pleurais toute la journée quand même en cours à ce moment-là, mais je continuais à réussir encore à ce moment-là. Donc en fait, tant qu'on réussit, bah t'as beau être en train de pleurer, ça, voilà. Il y a eu quand même toute une partie des adultes autour de moi, des profs, de ma famille qui voyait peut-être pas forcément, mais enfin qui fermait les yeux sur le fait que quand même je pleurais toute la journée. Ça coulait de moi, quoi. Il y avait quelque chose qui débordait complètement. Et donc cette prof m'avait mis cette petite puce à l'oreille de peut-être je pourrais consulter. Et c'était comme une des premières fois où on me renvoyait pas seulement de tu vas réussir, tu portes les espoirs de tout le monde, parce qu'il y avait toujours ça de porter les espoirs de tout le monde. Pour une fois, quelqu'un va me dire peut-être ça va pas, peut-être tu pourrais t'occuper de toi. Et ça, c'était juste énorme déjà. Et donc, voilà, suite à ça, je m'étais renseignée, et à l'époque, j'étais allée consulter dans des centres pour étudiants où il y a des psys gratuits, quoi. Mmh. Et donc, ça a été le début d'un long cheminement. Ok. Mmh. Ça me parle tellement, ce truc. Je suis issu du milieu infirmier. Mmh. Et les infirmiers n'arrêtent pas de dire c'est trop, mais ils arrivent à abattre le travail. Mmh. Donc, du coup, c'est pas grave. Ouais. Tu le fais. Donc, que tu dises ça vient toucher cette corde à l'intérieur de moi. Donc, ok, tu trouves le moyen par toi-même d'aller chercher cet appui que tu cherchais à avoir. Il se passe quoi dans les premières séances de psy? La première expérience n'était pas forcément très réussie, parce que j'ai eu un analyste, le premier, je l'ai vu peut-être 6 mois, était extrêmement froid. Moi, je l'appelais la porte de prison. Et donc, moi, j'arrivais avec toute ma vulnérabilité. C'était la première fois que je parlais de moi. Petite parenthèse, parler de moi comme ça ici, c'est un immense cheminement pour en arriver là, parce que juste parler de moi, même dans l'intimité, sans caméra, c'était un pas énorme. Je devais préparer mes séances dans ma tête, j'avais aucune spontanéité, c'était très compliqué, ça me mettait... Et donc j'étais face à cet homme très froid, et c'était assez douloureux quand même d'aller parler à cet homme, et j'avais besoin d'en parler à ma meilleure amie après chaque séance quand même, pour débriefer sur chaque séance, dans l'état de vulnérabilité dans lequel ça me mettait. Ouais, je le sentais, je sentais pas de lien de cœur, quoi. Il y avait quelque chose pour moi qui était trop froid, vraiment trop froid. Et je pense que comme c'est compliqué pour moi d'arrêter les relations, je pense que ça aurait été compliqué d'arrêter. Il se trouve que je suis partie 1 an à l'étranger, donc ça m'a permis d'arrêter. Et voilà, partir à l'étranger était aussi une forme de thérapie. Et quand je suis revenue en France, là, j'ai rencontré une autre analyste avec laquelle, là, pour le coup, ça a duré 15 ans. Okay. Donc, c'était un autre type de rencontre. Et j'ai un grief contre la plupart des praticiens en général, et c'est pour ça que je fais ce podcast. Ouais. C'est que on dit souvent un psy ça se choisit. Oui. Mais le problème c'est que tous les psys disent la même chose. Comment on choisit selon toi? Enfin, c'est quoi les critères? C'est vraiment une rencontre en fait. Il faut que ça matche. Enfin, le premier, moi j'avais aucune expérience. Je sentais que ça pouvait être un chemin pour moi, effectivement, d'aller parler comme ça. Mais après, on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, j'avais un énorme besoin de contenance, d'une grande douceur. Hein. Et là, je tombais sur un homme beaucoup plus âgé, plutôt froid. Et c'était très compliqué. Et je sentais que le chemin d'aller parler à quelqu'un pouvait être bon, mais... Oui, moi je parle de lien de cœur, quoi. L'analyste que j'ai eu après, dès la première séance, c'était ok, j'ai très envie de retourner la semaine d'après, quoi. Il y avait vraiment ce lien tout de suite. On parle de transfert, quoi. Il y a quelque chose qui d'un seul coup vient exister dans la relation. Je pense que on parle pas dans le vide, on parle vraiment à quelqu'un dans cette relation-là, et c'est par cette relation-là que des choses vont pouvoir être possibles, que des choses vont pouvoir être dites, et ça serait différentes choses qui seraient dites à un autre thérapeute. Et c'est important que voilà, la personne avec laquelle on vienne ouvrir ses parts de sensibilité, de vulnérabilité, elles sont en mesure de les accueillir avec la délicatesse et le tact dont on a besoin, et qui est différent selon chaque personne. D'autres personnes vont avoir besoin de quelqu'un qui les booste, qui peut-être les cadre. Ouais. Voilà. Quelles limites, voilà, on va parler de ça. Quelles limites tu vois avec la psychanalyse qui est complétée par des approches comme la constellation? Je parlais des zones inaccessibles au conscient, alors qu'on porte en nous, donc qui peuvent réapparaître en analyse, dans des rêves ou dans des vécus corporels à un moment donné en séance quand on parle de telle chose, mais c'est très difficile à aller chercher, c'est
ça peut prendre très très longtemps, là où en constellation, quelque chose va pouvoir se mettre en lumière, être disponible directement pour le conscient, pour le corps, pour tout le groupe. Donc c'est un accélérateur, un catalyseur de certains éléments qu'on porte, notamment au niveau du transgénérationnel, mais je pense à toutes les personnes qui vivent des amnésies traumatiques aussi. Parfois, c'est même pas transgénérationnel, c'est des épisodes de l'enfance qui vont pouvoir remonter, qui vont peut-être mettre des années en psychanalyse. Encore que sur l'amnésie traumatique, peut-être que c'est bon d'y aller justement au rythme de la personne, et à partir du moment où c'est dans son vécu à elle, on peut avoir une chance de se dire que ça va remonter, alors que des épisodes transgénérationnels, a fortiori à plusieurs générations en arrière, c'est vraiment difficile d'aller les ramener en psychanalyse, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, c'est ça le truc que je trouve super important dans un profil comme le tien, cette capacité à avoir une conscience de comment fonctionne une psyché, comme pour en prendre soin et voir comment est-ce qu'on peut lui apporter un petit peu plus. Du coup, tu dis comme il y a des choses qui sont pas forcément accessibles de prime abord. On peut aller chercher de l'information en constellation. Est-ce que tu aurais une expérience que tu aurais vécue en constellation qui montrerait ça? Sur du transgénérationnel qui serait remonté. Que tu aurais vécu ou que tu aurais vu avec des gens il y a l'exemple tout simple que je nommais tout à l'heure d'avoir appris que du coup j'avais une sœur avant moi, et d'avoir pu communiquer avec elle, et que d'un seul coup là elle était représentée par quelqu'un, elle me regardait, elle me touchait, elle avait envie de me donner des coups de pied aux fesses, je me souviens, elle était très et elle me disait des choses, et bon bah ça, même si ma mère aurait pu me dire qu'elle a avorté avant moi, mais même voilà, elle m'aurait dit ça, bon là d'un seul coup cette sœur elle existait, quoi, et je pouvais prendre, et après elle est revenue dans plein de constellations, j'ai pu prendre l'ampleur de quelle place elle avait pour moi, de quelle place elle avait eu dans la façon dont je suis arrivée au monde, dont j'ai pris le droit à l'existence ou non, dont la culpabilité d'être en vie alors qu'elle ne l'est pas, des choses comme ça qui étaient très fortes dans mon vécu, et que tant que j'avais pas l'élément, vous pouvez tourner autour, mais là d'un seul coup oui, ça libère beaucoup, quoi. Ok. On voit là que tu n'avais pas accès à l'information et que donc du coup jamais tu aurais pu savoir, tu n'aurais jamais pu regarder dans cette direction. Tu dis aussi que le fait d'avoir pu échanger avec ta sœur par le biais de la constellation, ça t'a apporté beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné on peut vivre quelque chose en constellation chez la personne, comment ça vient réparer quelque part? Le simple fait de mettre de la lumière, de pouvoir dire à l'autre je te vois, tu es ma sœur, voilà, d'un seul coup elle prend sa place, toi tu peux revenir à ta place à toi, et puis il se trouve que après par écho, comme quand on lance un caillou dans l'eau et il y a un premier cercle, un autre cercle, tout revient à sa place, quoi. D'un seul coup on peut être à sa place dans sa famille, dans son entreprise où on travaille, en institution, en entreprise, ou voilà, dans la société en général, voilà, les choses viennent se remettre en place, quoi. Ok. Ce podcast est en train de partir dans une dimension et à la fois j'ai pour habitude de dire que tout est très juste dans la façon dont ça se passe, donc j'ai profondément envie de danser avec ça. Donc pour toi qui regarde ce podcast, on a peut-être eu un raté. J'ai aperçu sur la carte SD qu'il y avait des images qui apparaissaient en mode bizarre, donc d'accord. on va voir. En tout cas, pour revenir sur ce qui est essentiel pour moi à cet endroit, c'est que t'as cette double casquette de la psychanalyse, de comprendre depuis une profession qui est comme acceptée par la société aujourd'hui, de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, et d'avoir fait l'expérience qu'il y a plein de choses qui pourraient alimenter ce courant de pensée. Et c'est quelque part une chance, voilà, pour moi, d'avoir le titre de psychologue clinicienne. Je vois que ça rassure toute une catégorie de population qui viennent me voir, qui seraient pas venus me voir si j'étais chamane, voilà, et qui viennent me voir parce que je suis psychologue, et qui du coup, j'ai des gens qui me le disent texto, bon, je veux bien essayer les constellations avec vous parce que vous êtes psychologue. Et ça, je trouve ça c'est un beau cadeau pour moi, parce que je sens que c'est fait partie de, je sais pas si on peut dire de mission d'âme, ou en tout cas des vibrations qui sont les miennes, de faire du lien, de réunir, de réconcilier, et du coup, quand des personnes peuvent venir toucher à des pratiques comme ça qui les auraient fait fuir, qui leur auraient fait peur parce que j'ai cette casquette de psychologue, ça me met vraiment en joie. Et je vois que j'attire des personnes
j'ai en général dans mes groupes la moitié d'habitués qui sont vraiment dans le milieu du développement personnel, de plein de choses, qui ont testé plein de choses, et de personnes qui sont vraiment au tout début d'un parcours, qui viennent pour la première fois, qui sont très inquiètes. Et en général, ce qu'on me renvoie, c'est que j'ai pu les rassurer, les contenir, qu'ils se sont sentis vraiment tenus par la main, quoi, pas après pas, quoi. Et ça me touche beaucoup. Moi, j'aimerais que cette pratique des constellations familiales, elle est... alors, même si il y a de plus en plus de constellateurs, il y a de plus en plus de personnes qui se forment, ça se développe, mais voilà, j'aimerais que tout le monde ait accès à ça, parce que c'est un outil tellement merveilleux, tellement... en plus malléable, on peut faire tellement de choses, il y a tellement de façons de consteller, tellement... Voilà. Clairement. Il y a un truc qu'on a nommé précédemment, mais je sais pas si on va l'avoir, donc du coup, j'ai envie de le renommer. Okay. C'est que toi, à l'époque où tu as eu besoin de trouver de l'appui, la première personne qui t'a accompagné, c'était quelqu'un qui était froid. Oui. Alors que en fait, tu avais besoin de présence, de chaleur. C'était difficile pour toi de te défaire de cette personne-là. Est-ce que tu crois que ce que tu apportes aux gens, c'est ce truc que tu aurais aimé qu'on t'apporte toi à l'époque? Oui, c'est sûr. Enfin, okay. Oui, j'incarne... Je suis tout à fait la constellatrice que j'aime rencontrer. J'incarne ce que j'ai envie, ce que j'ai aimé trouver. J'ai pioché chez chacun des thérapeutes ou accompagnants que j'ai pu rencontrer, les choses que j'ai aimées, que j'essaye moi de remettre en œuvre à ma façon, avec mes couleurs et avec ma sensibilité. Mais ouais. Et du coup, j'ai envie de faire parler la jeune toi pour parler à ces jeunes là, ces personnes qui sont à la recherche de quelqu'un et qui n'ont peut-être pas encore trouvé. T'avais besoin de quoi? Tu cherchais quoi à l'époque, en fait? J'allais très mal, je cherchais à aller mieux. J'avais pas beaucoup de connaissances du milieu de la thérapie, du développement personnel à ce moment-là. Je cherchais juste à moins souffrir, à moins pleurer, à retrouver. Je me rappelle des premières fois nommer quelque chose comme... je pense que je pressentais que je vivais pas pour moi, que j'avais pas d'opinion personnelle. Je me disais, c'est bizarre, tout le monde a des opinions politiques. J'ai aucune opinion politique, aucune opinion religieuse. Je ne vivais qu'à travers l'autre, en fait. Donc, j'avais besoin d'un énorme retour à moi. Et trouver un espace de thérapie où toutes les semaines on vient que parler de soi, c'était un bon endroit pour moi. Mais encore faut-il effectivement trouver le cadre, la personne avec laquelle ça peut se déployer et qui renforce pas. Parce que le risque, comme dans la vie, on reproduit toujours des éléments de son histoire, de ses schémas, c'est de le reproduire en thérapie. Donc de retrouver une personne froide avec qui je peux pas légitimer mes émotions parce qu'il m'écoute comme une porte de prison. Et voilà, moi ce que j'avais besoin, c'est qu'on puisse venir entendre dans le sensible, accueillir, légitimer. Ouais. Ça me semble tellement précieux de nommer ça. Ok. Du coup, tu te rends compte que la psychanalyse, c'est un outil qui est formidable, que du coup, tu peux accélérer le processus avec les constellations. Juste avant que ça coupe, tu étais en train de commencer à parler d'expériences que tu as vécues avec des gens que tu as pu accompagner en psychanalyse dans un premier temps, et ensuite à qui tu as fait des propositions en plus. Est-ce que tu pourrais décrire à nouveau cette situation de quelqu'un qui vient et tu te dis peut-être un petit truc à faire là? Ouais, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant longtemps, je me suis interdit de le faire, je cloisonnais. Mon travail de psychologue clinicienne, d'orientation analytique et les autres choses. Et puis petit à petit, ça a pris tellement de place, c'est tellement vivant pour moi que c'était plus possible en fait de cloisonner. Et donc ça m'est arrivé régulièrement de venir proposer au cours d'une thérapie par la parole, parce que j'entends qu'il y a un endroit qui achoppe, où on passe longtemps dessus, que ça se débloque pas, et clairement j'entends le transgénérationnel dessus, je vois la constellation qui peut ouvrir quelque chose. Donc ça m'est arrivé de venir le proposer, et en général c'est bien reçu. Je le propose pas à tout le monde, des fois je sens des personnalités pour qui c'est pas mûr, ça va pas être bien reçu, donc voilà, mais quand j'entends que ça va être, et en général à chaque fois je l'ai proposé et les personnes ont toujours dit oui, et donc elles reviennent faire une séance de constellation, et ça peut venir réalimenter la thérapie, l'ouvrir, accélérer effectivement certaines choses, changer de perspective d'un seul coup, il y a quelque chose, hop, on passe un palier, et ça c'est merveilleux, plutôt que de passer des mois et des mois. Peut-être ça se serait débloqué, mais je pense que ça accélère vraiment. Ok. Est-ce que
De la même façon, si je peux juste ajouter ça, je travaille aussi avec la danse, beaucoup avec la danse-thérapie en groupe et aussi parfois en individuel. Et ça m'est arrivé des personnes pour qui la parole est très empêchée, des séances qui, pour le thérapeute, sont, je pense que tous les psychologues ont connu des patients comme ça où c'est ennuyeux parce qu'il ne se passe rien, la personne a beaucoup de mal à parler, il y a des gros blancs, c'est très empêché. Et ça m'est arrivé de proposer des accompagnements par la danse. Il y avait notamment une patiente comme ça pour qui je sentais que c'était très dur de venir parler, très douloureux, et qui me parlait par ailleurs qu'elle faisait de la danse, elle se formait dans la danse, et donc je lui ai proposé des séances individuelles de danse-thérapie. Il y en a eu, je crois, 5 ou 6 comme ça, qui ont été des très belles séances. Et ça a ouvert la parole. Et après, paf, on est reparti en thérapie analytique. Et là, elle parlait, la parole était libérée. Il y a quelque chose qui était devenu possible, quoi. Donc voilà, maintenant, je suis vraiment à l'endroit où je ne m'interdis plus parce que j'ai cette intuition-là, à un moment donné, que proposer une séance de soins sonores, proposer de passer par l'art-thérapie, la danse-thérapie ou de proposer une constellation, ça va réouvrir quelque chose. Et à l'inverse, des patients qui viennent me voir plutôt, parce que je propose aussi des séances de soins sonores avec des instruments vibratoires, etc., des séances qui viennent, des patients qui viennent, j'en ai encore eu une ce matin, au départ plus comme quelque chose de l'ordre de la relaxation, où je veux prendre soin de moi, et puis qui viennent me déposer des gros dossiers transgénérationnels ou je sais pas quoi, et donc du coup voilà, après je leur dis bienvenue à venir peut-être retravailler ça en constellation familiale ou à l'inverse qui viennent me découvrir juste pour sentir un peu mon énergie, comment ça match, et puis après qui viennent commencer une thérapie ou okay. Ça se passe dans les deux sens. Et donc, si j'ai bien compris, initialement, elle venait pour quelque chose du registre de la relaxation avec toi, c'est ça? L'appel au départ, c'était « j'ai vu que vous faisiez des soins sonores, j'ai envie de prendre soin de moi ». Oui, voilà, c'était quelque chose comme ça, quoi. Et puis, quand je démarre toujours avec une intention. Quelle est l'intention de la séance? Et souvent, pour les soins sonores, ça peut être soit ritualiser un passage, accompagner un deuil, accompagner un moment de transition, une grossesse ou un changement de vie, mais souvent la personne, c'est assez court parce qu'on vient faire une séance de soins sonores, pas une séance de thérapie, et là elle commence à me raconter beaucoup de choses. Dans l'introduction ou après? Non, quand je lui demande de poser une intention sur la séance, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et des choses où moi clairement j'entends la constellation, quoi. Donc on a fait la séance en soins sonores, puis à la fin j'ai dit qu'il me semblait que, en plus, elle m'avait découvert sur Internet en tant que constellatrice. Et c'est en fouillant un peu sur Internet qu'elle a vu que je proposais des soins sonores. Donc, je me suis permis de lui renvoyer que quand même, elle m'avait cherché avec le mot constellation au départ, quoi. Donc, voilà, ça fera son chemin, j'imagine. Ok. Et du coup, elle avait vu l'aspect psy aussi ou pas? J'imagine qu'elle a vu que j'étais psychologue, ou elle a dû me chercher sur Internet, ouais. Ok. Il y a un truc qui est fort dans ce que tu dis, c'est à quel point tu vois l'intérêt dans les choses qui sont comme acceptées, la psychanalyse, et dans d'autres choses qui sont peut-être moins acceptées, ne serait-ce que par la psychanalyse, les choses qui seraient comme complémentaires à ça. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher une expérience forte que tu aurais vécue, qui t'aurait permis, grâce à la constellation, d'avancer ou de te remettre en mouvement. J'ai le souvenir que au moment où tu as voulu quitter Paris, t'as eu besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à cet endroit? Effectivement, j'avais fait une constellation qui m'a marquée, qui était toute simple, très courte, et très donc ça faisait longtemps que je voulais quitter la région parisienne, que c'était un questionnement, mais où, comment, quelle région, quelle ville, et ça tournait en boucle sans avancer, et donc j'ai voulu consteller avec l'idée que le constellateur allait me proposer, j'hésitais entre quelques villes, que le constellateur allait me proposer Nantes, Montpellier, Bordeaux, et que j'allais dans la constellation sentir vers quelle ville j'étais attirée. Il n'a pas du tout pris ce parti-là, parce que c'est l'intérêt des constellations, c'est en général, un bon constellateur, pour moi, il ne vient pas montrer à la personne ce qu'elle attend, il vient faire un petit pas de côté. Et donc, il a simplement il m'a demandé d'aller jouer mon rôle, et il a placé quelqu'un pour représenter Paris. Et j'ai fondu en larmes. Et j'ai fondu dans ses bras, et j'avais l'impression que c'était le grand amour de ma vie, quoi.
C'était très très fort et j'arrivais pas et comme j'avais un rapport comme beaucoup de Parisiens très ambivalent à Paris, oui j'aime Paris mais je veux quitter Paris, c'est pollué, bon et là d'un seul coup c'était mon grand amour quoi, donc oui on le quitte pas comme ça et on n'est pas en train de chercher le prochain amour avant d'avoir dit au revoir à celui-ci et donc la constellation ça a été juste ça, j'ai fondu en larmes, j'étais dans ses bras, j'ai senti tout l'amour que j'avais pour cette personne qui représentait Paris. Et après, ça a fait son chemin, quoi. Mais j'ai pris conscience à quel point c'est pas anodin de changer de ville quand on y a passé des années, on y a vécu tellement de choses. Et donc voilà, au lieu d'arrêter de tourner en boucle sur mais je vais aller où, ben j'étais en train de prendre soin de c'est énorme de quitter Paris. Voilà. Et donc en fait, tu avais besoin de prendre conscience que tu pouvais pas quitter Paris comme ça, que tu avais besoin d'entamer un deuil quelque part. Voilà, que c'était un énorme processus en fait. Ok. Et même à ce moment-là, juste en sortant de la constellation, j'étais plus si sûre qu'il fallait que je parte, quoi. Je me suis dit, mais en fait, voilà. Mais ça, après, ça a fait son chemin, mais j'ai pris conscience du lien énorme qui me liait, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi le truc qui a accéléré le départ? Qui fait que là, maintenant, je suis à Montpellier. Après ça s'est fait dans la vie, j'ai suivi mon compagnon qui a eu une mutation, après c'est la vie qui a fait que voilà ça s'est matérialisé quoi, mais ok. Et du coup je me suis posé une question et c'est pour ça que j'avais envie de te faire nommer ça, si est-ce que ça aurait été facile pour toi de quitter Paris si ça s'était passé sans que tu aies eu la constellation et la possibilité de remercier la ville ou je pense que ça n'a pas été facile même encore là de quitter Paris, mais que j'avais en tête pourquoi. Qu'est-ce que j'étais en train de vivre, l'ampleur de ce que ça représentait en fait. Ouais. C'était pas juste peut-être on peut avoir l'impression de changer géographiquement. En plus moi je suis issue d'une famille issue de l'immigration avec des grosses coupures avec le pays d'origine, et donc ça venait évidemment réveiller des tas de choses de très profond, de perdre ses racines, de perdre voilà. Donc je l'ai vécu avec intensité ce changement, mais j'avais les outils, j'avais cette image, cette constellation que j'avais vécue qui me permettait de venir en prendre soin au niveau du cœur, qui me permettait d'accueillir l'ampleur émotionnelle que ça représentait quoi. Incroyable. J'ai envie de rentrer dans un truc un peu touchy. Tu disais que tu as un rapport aux morts qui est un peu particulier. Ouais. Je sens que c'est là que j'ai envie de concentrer la discussion. Okay. Ça veut dire quoi un rapport aux morts un peu alors, je pense que je suis dans ce double ancrage, un pied très fort dans la vie, très voilà, comme je disais, très connecté à la joie, au plaisir de la créativité, à la beauté du monde. Je suis quelqu'un très vivant, très qui peut être très connecté au plaisir, à toute forme de plaisir. Et en même temps, j'ai été pendant des années identifiée aux morts, happée par la mort, voire oui, dans un endroit où le droit à l'existence, le droit à être sur Terre, le droit à être ici était plus que controversé, quoi, pas totalement acquis, ou en tout cas à acquérir avec voilà beaucoup d'énergie. Il n'était pas donné, voilà, le droit à la vie, à être là. Voilà, le fait que j'étais pas une enfant désirée, que je venais après un avortement, dans un contexte, en plus un avortement qui portait beaucoup de culpabilité, de non-dit, de plein de choses que moi j'ai intégrées complètement. Voilà, j'ai aussi perdu une jumelle. C'est quelque chose qui s'est montré en constellation, donc voilà. D'être très liée aux morts. Après, j'ai eu une histoire dans ma petite enfance où il y a eu des décès des deux côtés, du côté de la famille de mon père et de ma mère quand j'étais toute petite. Donc, j'étais la première enfant qui venait sauver tout le monde, enfin qui venait ramener de la vie dans un contexte endeuillé de partout, où la mort prenait toute la place, le lien aux morts. Et donc voilà, ça m'a suivi beaucoup et ça fait qu'aujourd'hui voilà, c'est très facile pour moi et assez confortable d'aller visiter les morts en constellation parce que c'est un endroit où je sais aller mais où je sais revenir. Et maintenant j'ai fait le chemin de pouvoir m'ancrer dans la vie, m'ancrer dans le droit à l'existence,
Ouais, voilà, elle a le droit à la parole. Le simple fait de parler ici, c'est un long cheminement qui fait que ça peut devenir possible, que ça n'aurait pas du tout été il y a quelques années. Comment j'imagine que les gens qui vont passer sur ce podcast et qui vont entendre que tu as un lien aux morts qui permet de faire des choses entre guillemets, ça va peut-être les trigger, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. C'est comment est-ce que quelqu'un qui écoute ce podcast ou qui le regarde pourrait se dire ah putain, c'est ça en fait, il y a peut-être quelque chose qui est dans mon système qui est mort et qui m'impacte et qui qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention de la personne de se dire ah tiens, peut-être qu'il y aurait quelque chose à l'explorer en constellation avec toi. Oui, il y a des phrases qu'on fait dire beaucoup en constellation, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants, ou moi je suis vivante, toi tu es mort, parce qu'il y a des ancêtres, on voit en constellation des ancêtres qui sont pas d'accord d'être morts et qui viennent, on parle de lien d'intrication, c'est-à-dire qu'ils viennent vivre par procuration à travers un descendant, où il y a quelque chose qui va se rejouer parce que ça va pas été réglé pour les morts. Donc c'est un travail qu'on fait de pouvoir vraiment se relier, venir se relier au lien, à la puissance que ça donne, à l'énergie que ça donne, d'avoir un ancrage avec ses racines, avec ses lignées, avec ses ancêtres, mais pouvoir aussi mettre une limite entre les morts et les vivants. Et donc, oui, des personnes qui seraient... il y a plein de choses, les états dépressifs, les états apathiques, anesthésiés, les moments où on ressent plus rien, où les froids des personnes. Moi, j'avais froid tout le temps. Je dormais avec des bouillottes en plein été, je dormais avec 3 couettes, j'avais froid tout le temps. Maintenant, j'ai plus froid. Je dors plus jamais qu'une bouillotte. Donc, il y a des manifestations corporelles, en fait, aussi. Quelque chose qui va, du côté du froid. Mon analyste, elle me parlait souvent de l'enfant venu du froid. Elle racontait ça comme ça quand elle reparlait de mon enfance. Mais, ça peut être ça. Des manifestations corporelles, de l'ordre du figement. Moi, c'était aussi les crises de tétanie, tout le corps qui se raidit. Je pouvais plus bouger. Tout ce qui se sclérose, qui se fige. Alors, ça peut être dans le corps, pour certaines personnes. Ça peut être dans les projets. Les choses qui avortent aussi. Parce que ça aussi, on travaille beaucoup sur les avortements. Moi, j'avais écrit un livre, donc il était presque né, il était écrit. J'avais eu le contrat pour le publier et j'ai mis 4 ou 5 ans à juste finir les dernières petites mises en page et pour aboutir, pour pouvoir faire naître ce livre. Parce qu'il y avait quelque chose d'interdit dans la mise au monde, J'ai eu tout un parcours sur ça, de travail, de comment c'est autorisé, de donner naissance, de donner vie. Donc ça peut être un livre. Ensuite, quand j'ai eu mon fils, moi j'étais complètement terrorisée par le fait d'accoucher, parce qu'il y a ça aussi dans les personnes très liées aux morts, les difficultés à tomber enceinte ou à s'autoriser à devenir père ou mère. Moi j'étais terrorisée par l'accouchement. J'étais persuadée que en fait j'allais mourir en donnant vie. Enfin, il y avait quelque chose de... c'est pas possible. Et j'ai traversé toutes ces peurs, tout ce travail. Ça a fait que finalement, moi qui ai été vraiment dans une terreur absolue de l'acte de l'accouchement, je me suis retrouvée à accoucher naturellement, sans péridurale, à domicile, dans une maison au bord de la mer. Enfin, vraiment l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer de moi, que j'aurais pu moi-même imaginer de moi quelques années avant, quoi. Donc, pour dire que comme on peut traverser tout ça, tous ces... voilà. Et quand j'ai pu publier le livre, suite à une constellation, j'avais vraiment ce sentiment-là un projet qui était juste un avortement, quoi, et qui, d'un seul coup, peut naître, et c'est autorisé. Donc voilà, des personnes qui ont des choses comme ça autour de l'impossibilité à donner la vie, à s'autoriser, soit qui essayent, qui n'y arrivent pas, soit qui peuvent même pas imaginer, donner naissance à une œuvre, ou qui sont dans des états de figement dans le corps, c'est des tas de manifestations, des liens aux morts, mais ou dans des schémas répétitifs d'auto-sabotage, de loyauté, voilà, avec un ancêtre qui a pas pu faire aboutir un projet, quelque chose, et du coup on s'auto-sabote en permanence parce qu'on est en loyauté avec les morts. Donc oui, il y a 1000 façons dont ça peut se manifester. Ok. C'est quoi l'importance de la joie pour aller au contact de ces choses-là ? Ça permet, quand on sait que l'espace, il reste un espace joyeux, au présent. Je demande toujours aux gens dans un groupe de constellation de ramener à manger. Il y a du chocolat, il y a de la musique disponible, il y a des plaids, des coussins, ça peut être cocoon. Bon, on peut aller descendre un peu
Voilà, il y a des postures en constellation où on voit le représentant qui regarde en l'air. Et souvent, c'est parce qu'il veut pas regarder par terre, parce que par terre, il y aurait les morts. Et donc, de créer l'environnement où c'est OK de baisser les yeux et de regarder ce qu'il y a au sol, et de venir représenter les morts parfois, on voit des choses, on voit des morts qui s'accrochent au pied de la personne. Parfois, visuellement, c'est très, très fort, hein. Donc, on se dit, OK, voilà, le lien, il est... Et parfois, il faut tout un travail pour que dans la constellation, le mort accepte de se décrocher du pied de la personne ou de... mais autre chose que je voudrais dire, parce que ça, là, quand j'en parle comme ça, moi, je suis à l'aise avec ça, donc c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas des morts qui font peur souvent en constellation, c'est très rare. Enfin, souvent, voilà, ils sont accessibles, on peut leur parler, et puis du coup, ils sont incarnés par des personnes vivantes, donc c'est aussi le lien vivant. Quand c'est des personnes que vous avez connues, souvent ça vient reconnecter, il y a des retrouvailles, on peut prendre la personne dans les bras, c'est très ressourçant de venir pouvoir avoir ce contact-là. Et quand c'est des personnes que vous avez pas connues, pareil, parfois on va prendre contact avec une arrière-grand-mère qu'on n'a pas connue et il y a un amour incroyable qui circule et on se nourrit de ça et on se rend compte que le lien qui reste, c'est le lien d'amour, quoi. Et on vient libérer les choses qui entravent, qui empêchent d'avancer, de vivre sa vie, d'être vivant. Donc, très souvent, on ressort dans la joie, quoi. On a visité ces choses-là et c'est venu nourrir des espaces de joie, en fait. Donc, Merci de nommer ça. C'est marrant parce que au moment où tu parlais, j'ai revu une constellation, la première constellation où j'ai été en soutien, genre. Représentant, ouais. Ouais. Et j'avais incarné le rôle d'un père et c'était fou d'être traversé à ce point par les pensées, les sensations de cet homme. Enfin, c'était fou. Et du coup, je me rends compte à quel point c'est important de mettre du soin que ce soit pour les représentants comme pour les consteller dans ce qui se passe là-dedans. Et j'avoue qu'à ce moment-là, de la légèreté et de la joie, ça aurait été cool, hein, parce que c'était intense. C'était pas le cas. C'était très intense. Il y a un moment donné où j'ai énormément pleuré, alors que je n'arrive pas à pleurer, normalement, tu vois. Et est-ce que c'était bon aussi de pleurer? Parce qu'il y a des fois un endroit où les larmes, elles peuvent venir adoucir, libérer... Ouais, je pense que déjà, j'ai pas l'habitude de pleurer. Alors du coup, me retrouver à pleurer, ça me faisait du bien parce que quand je vois quelqu'un qui pleure, je suis nourri d'envie. Genre, mais comment on fait pour pleurer et tout, ça me fait trop envie, tu vois. Donc là-dedans, c'était cool. Et à la fois, il y a un moment donné où il y a eu la personne qui a été invitée à passer à un autre endroit et du coup me sentir partir alors que c'était bizarre, c'est un moment qui était assez éprouvant. Et du coup je me dis que en effet pouvoir connecter à des espaces un peu plus de joie derrière, pour moi à ce moment-là ça aurait pu être cool, quoi. Donc, ouais, de mettre des temps de respiration entre chaque constellation. Enfin, moi j'en fais plus, il y en a des gens qui font qu'une constellation dans une demi-journée, mais moi j'en fais plusieurs, donc c'est vrai d'essayer que ça respire entre chaque, d'essayer de sentir l'énergie du groupe, de pas forcément enchaîner deux constellations très lourdes, parce qu'il il y a toutes sortes de constellations, des constellations où on va visiter les morts, on va visiter les ombres, les tréfonds, voilà, et puis il y a des constellations où on vient faire un choix de vie, on va représenter une maison, un projet, et c'est souvent quand même plus léger, donc de pouvoir aussi, moi je suis très attentive à l'énergie du groupe et à travailler en soins collectifs, et donc souvent ça s'agence très bien, quoi. C'est-à-dire qu'après une constellation très lourde, hop, il y en a une autre plus légère, et puis voilà, et donc ça permet aussi que tout le groupe se régénère. Et puis s'il y en a eu une constellation un peu trop lourde aussi, j'invite vraiment les gens à revenir dans le corps, on met une musique, on danse, voilà, on prend un temps pour grignoter. Et puis ça me donne envie de nommer aussi, quand tu parles là de choses un peu intenses que tu as pu vivre en incarnant un mort, ou il y a aussi un endroit en constellation que je trouve passionnant, qui est d'aller explorer l'âme humaine dans toutes ses facettes, d'aller se mettre à toutes les places, et du coup ça, pour moi c'est une pratique qui décuple l'empathie, enfin vraiment qui permet d'aller voilà, alors parfois on l'a déjà assez développé, c'était mon cas, mais pour d'autres personnes ça peut vraiment venir ouvrir ça, de pouvoir parfois changer de rôle. Enfin, moi j'ai fait aussi du psychodrame pendant longtemps, on fait souvent ça, hein, tu joues ton rôle, puis il y a ta mère en face, et puis après d'un coup tu joues ta mère, et puis c'est autre chose, enfin voilà. Et donc là, comme on vient incarner des mères, des fils, des ancêtres, des pays, des maladies, et
Là où je trouve ça passionnant, mais souvent c'est pas des rôles qu'on donne à des débutants. Moi j'ai mis un certain temps à pouvoir incarner ces rôles-là, et maintenant je le fais vraiment avec joie et avec vraiment curiosité, avec émerveillement, d'aller incarner parfois des rôles pas faciles, d'aller incarner, je sais pas, un violeur, d'aller incarner un homme violent, une mère très très froide ou très sadique, ou d'aller incarner une maladie, et de dire ah ouais, c'est comme ça de l'intérieur, c'est ça qu'elle vit. C'est passionnant en fait, parce que quand on a un peu l'habitude, on rentre dedans et on en ressort très bien. Et ouais, moi je me suis mis, alors souvent en constellation, le plus souvent les femmes représentent des femmes et les hommes des hommes, mais parfois il y a pas assez d'hommes par exemple, et puis parfois là on peut inverser. Et donc ouais, j'ai incarné plusieurs fois des hommes, et c'est passionnant aussi de se dire ah ouais, mais là je suis du point de vue masculin quoi, je sens ce que voilà, ce que la personne a pu ressentir à ce moment-là, ce qu'elle a pu se dire, comment c'était dans son corps, et je trouve que c'est un outil d'exploration de l'âme humaine qui est incroyable quoi. Trop bien. Et ouais, il y a un plaisir là-dedans quoi, à les comprendre, ou à incarner des fois des rôles incroyables, incarner Dieu, je sais pas, voilà, des choses comme ça. On se dit ah ouais, ok, là je suis Dieu, voilà, ou ce qui va parler à la personne, ça peut être un ange, ou des fois il y a des choses comme ça qui peuvent venir aussi en constellation. Ouais, c'est voilà. Ok. Il y a un truc qui vient de piquer ma curiosité, c'est qu'on voit de quelle façon est-ce que la psychanalyse, de quelle façon est-ce que la constellation peut venir à enrichir la psychanalyse, comme aller mettre de la conscience sur certains endroits qu'on pourrait retraiter. Mais du coup, dans l'autre sens, en quoi est-ce que la psychanalyse alimente la constellation aussi? D'une part, il y a des endroits où des années ou des mois de thérapie ou d'analyse ont été nécessaires pour pouvoir aller en constellation, mettre de la lumière sur quelque chose. Tout ce qui est de l'ordre du trauma, ou il y a vraiment des endroits où il faut d'abord que ça soit accueilli dans la souffrance de l'individu avant de pouvoir mettre de la lumière sur ah oui, mais si ta mère était maltraitante, c'est parce qu'elle a vécu ça. Il y a un moment donné où l'individu il est pas capable d'entendre ça ou de le voir. Il a d'abord besoin de se plaindre et de dire que ça a été dur pour lui, et ça va être l'espace de la thérapie où voilà, on n'est pas encore prêt à prendre de la hauteur, quoi. Souvent en constellation, on vient voir un peu plus haut. Non, mais si l'individu, il avait juste besoin pour l'instant de dire que maman, elle était méchante et que il faut cet espace-là, quoi. Donc l'analyse, elle est utile à cet endroit-là. Et puis après, quand le travail avance, moi, je voyais à quel point c'était aussi un accélérateur dans les deux sens, parce que du coup, ça me permettait en analyse d'aller identifier le point précis là où l'énergie est disponible pour que la constellation soit la plus efficace et la plus utile. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent en constellation et qui savent pas exactement sur quoi ils veulent travailler, et souvent ça facilite pas la constellation. Si l'énergie est pas encore bien disponible, ça rame, ça fait des constellations plus longues ou qui n'aboutissent moins bien, alors que voilà, quand on sait précisément que le nœud il est là, on constelle sur ce sujet, et là tout de suite c'est plus efficace, ça se déploie clairement, les libérations se font, donc l'analyse elle peut aussi permettre d'identifier ça, parce que il y a des personnes qui viennent en constellation et qui me disent juste je me sens pas très bien, ou c'est pas toujours facile de démarrer une constellation avec voilà, quand c'est trop flou quoi. Ok. J'ai envie de poser une question juste pour moi avoir un éclairage, mais surtout voir comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça. On a fait une constellation ensemble samedi dernier, et en fait on avait appelé dans la constellation genre un enfant qui me représente, et quelqu'un de plus adulte ou plus expérimenté que moi qui me représentait aussi, et je voyais que ils étaient dans une capacité pour l'enfant à demander, et pour l'adulte à se proposer. Et je voyais à quel point c'était douloureux pour moi d'imaginer réussir à faire ça, tu vois. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais ça me semblait en dehors de mes forces, en dehors de mes capacités à ce moment-là. Comment est-ce que ta double casquette, ta posture en général apporterait un regard sur ça, ouais, comme une espèce de cas concret? Ouais, déjà ça me donne envie de dire que parfois ce qui se montre en constellation, il y a un pas d'avance par rapport à là où on en est, et donc c'est ce qui va permettre que quelque chose s'ouvre
en pouvant capter que là, il y a un endroit de réconciliation possible, de soins possibles entre la part adulte et la part enfant. Et c'est de se connecter à ça qui va permettre que voilà, la personne, elle puisse y arriver un pas après l'autre. En fait, la constellation, elle peut aussi montrer des choses qui se sont passées, du passé. Parfois, on revient de « Ah, c'était l'enfant qui était en train de souffrir, là, à 4 ans, voilà. » Et parfois, c'est le pas en avance. Et là, c'est le moment où c'est disponible. Et la constellation, elle t'invite plus vers le futur. Donc, et l'espace d'analyse, c'est l'espace où on va pouvoir naviguer du présent au futur, au passé et tisser tout ça, quoi. Une fois qu'on a vu cette image-là, pouvoir revenir sur... Cela dit, moi je dis toujours, quand une constellation vient d'être faite, c'est pas le moment juste après d'en parler et de revenir tisser en analyse tout de suite. C'est important que ça se décante parce que ce qui s'est montré là justement, c'est le moment où ça va pouvoir s'intégrer, redescendre dans le corps, s'actualiser. Et si on en parle tout de suite en analyse, le travers de ça, c'est que ça va faire remonter dans le mental et que ça risque de court-circuiter un peu le travail qui est en cours de la constellation, qui est quand même plus corporel, énergétique, voilà. Donc moi, j'invite à tisser les deux, mais pas dans l'immédiat après une constellation, en tout cas. Ouais, je me sens concerné parce que ma chérie avait très envie que je lui explique ce qui s'était passé. J'étais bien en difficulté, tu vois. 3 semaines après, voilà, faut attendre un peu. Ouais. Et c'est cool parce que s'il y avait un process que tu pouvais mettre en place, genre quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit ok, je vois que Raphaël elle a cette casquette de psy, justement je cherche une psy, je vois qu'elle a cette carte de la douceur, de la délicatesse, du prendre soin, je vois que ça me mettrait en sécurité d'aller faire ça. À quoi ça ressemblerait un accompagnement avec toi dans l'étendue de ton potentiel? Alors, ça dépend vraiment de la personne qui vient me voir, de sa demande. Moi, les différents espaces que je propose, ils ont des points communs et puis aussi forcément des divergences. Donc, il y a l'espace de thérapie avec la régularité qui invite à quelque chose à se déposer dans la durée et à ouvrir les portes petit à petit. Et surtout, il y a des personnes qui ont besoin de ça, d'un accompagnement qui dure. C'est pas la même chose que quelque chose de ponctuel et se retrouver seul avec ça à intégrer. Voilà. Il y a les espaces de constellation individuels qui peuvent s'intégrer dans la thérapie ou qui peuvent se faire séparément. Il y a tout l'accompagnement du côté de l'art-thérapie en individuel. Donc, ça peut être venir stimuler des processus créatifs par le dessin, par l'écriture, par la danse, en mêlant les uns et les autres. Voilà, je fais une proposition aussi d'accompagnement un peu particulier, plus pour à destination des femmes dans le rapport au corps, à l'acceptation de son image, du corps qui change. Je fais une proposition d'accompagnement en dessin thérapeutique où je propose aux femmes de venir poser nues en fait, pour être dans l'acceptation du corps qui change. Ça peut être après une grossesse ou pendant une grossesse ou avec l'âge qui arrive ou avec une opération corporelle ou toutes les femmes qui sont, parce que j'en ai plein des patientes comme ça, vraiment dans une incapacité à s'aimer telles qu'elles sont, à aimer leur corps, à aimer leur forme. Et donc, comme moi je dessinais beaucoup depuis longtemps, je faisais beaucoup d'accompagnement je dessinais beaucoup de modèles vivants, et j'ai eu cette idée, voilà, de faire cette proposition où la personne, alors ça peut se coupler avec une séance de soins sonores, avec une séance par la parole, avec une séance d'art-thérapie où elle-même se dessine, fait des autoportraits, et puis il y a ce moment où elle peut poser nue ou demi-nue, et elle peut se voir les dessins qui sont de l'ordre d'un dessin vibratoire, énergétique, voilà. Après j'offre les dessins aussi à la personne, et c'est un moment ça peut être comme un moment rituel, un moment pour décider que d'un seul coup je pose un acte pour m'aimer tel que je suis et pour me confronter à un regard qui soit ni médical, ni de comparaison, ni jugeant, qui est un regard enveloppant qui va dans la même façon que ça peut se traduire dans les autres accompagnements que je propose. Donc ça, c'est un type d'accompagnement. Après, en groupe, donc il y a mes groupes de constellation familiale. J'accompagne aussi en voyage au tambour. Donc ça aussi, c'est des liens que je fais entre la psychanalyse, tout le travail du rêve en psychanalyse, comment on vient jouer avec les images qui apparaissent en rêve, etc. Et ça, on peut le potentialiser pour moi
aussi l'accélérer quelque part en faisant des descentes de voyage intérieur accompagnées au tambour qui vont faire émerger des images et avec lesquelles c'est l'inconscient qui travaille et qui offre des solutions, qui offre des soins, des chemins de guérison. Donc ça aussi, ça peut se mêler à une thérapie individuelle ou c'est des espaces que je peux proposer en groupe. Et puis après, j'ai les espaces de danse parents-enfants. Je propose... donc ça aussi, c'est une autre façon de prendre soin du lien, du transgénérationnel, de ce qui circule, encore plus peut-être dans le mouvement et dans la joie, puisque là, on est vraiment dans des espaces de danse. C'est de la danse spontanée, libre. Il n'y a pas besoin de savoir danser, évidemment. Et ça, c'est très facilité par la présence des enfants, parce que les adultes qui auraient peur d'aller dans ces espaces-là pour eux, d'un seul coup, quand ils y vont pour accompagner leur enfant de 3-4 ans, bon, c'est ouvert à tout âge, hein, mais voilà. Et ben, ça libère l'enfant intérieur. C'est des choses qu'on travaille aussi en constellation, quoi. Ça libère l'enfant intérieur, la spontanéité, le fait de mal faire. On peut danser les monstres, on peut danser, on danse les animaux, les énergies, voilà, la terre, le ciel. Enfin, on peut danser plein de choses. Moi, c'est guidé. Il y a des musiques qui sont impactantes pour que les enfants, voilà, partent dans les différents énergies que je propose, quoi. Que ce soit des percussions, des choses où on va se relier à la terre, au rythme, que ce soit des jeux dansés, que ce soit des choses beaucoup plus dans la lenteur, dans le bercement. Je travaille aussi avec des tissus, des draps. Donc, il y a tout un travail qui se fait aussi sur l'enveloppement, la contenance du groupe. Voilà, c'est un peu les mêmes choses qu'on retrouve dans tous mes espaces, mais qui vont s'exprimer différemment, se matérialiser différemment. Et après, j'aime bien que ça navigue, quoi. Il y a des personnes qui me rencontrent parce qu'ils sont venus faire un atelier de danse avec leur enfant, et puis après qui viennent découvrir les constellations, ou inversement. Ou voilà, pour moi, il y a une vraie continuité dans tous ces espaces-là, quoi. Voilà, l'aspect un peu chamanique, rituel qui est toujours là un peu aussi, dans la façon dont j'anime les constellations. Il y a quand même, voilà, toujours quelque chose un peu du rituel, voilà. Et quand je reçois en soins sonores une personne, il y a aussi cet aspect ritualisé, un moment de passage, de transformation, de poser une intention, laisser partir quelque chose, déposer quelque chose du passé, voilà. Donc, okay. Ouais. Merci. Raphaël, je pense qu'on va arriver sur la fin de ce podcast. C'est quoi le truc que tu aimerais que nos auditeurs, nos auditrices retiennent? J'aimerais qu'ils retiennent... Oui, j'avais envie de dire le plaisir qu'il peut y avoir dans tout ça, parce que ça peut vraiment faire peur d'aller travailler sur soi, d'aller toucher les zones sensibles, d'aller revisiter des périodes douloureuses de sa vie. On peut avoir tendance, voilà, quand on n'est pas dans le travail de la thérapie, du développement personnel, à mettre de côté, à vouloir surtout pas aller y toucher. Et en fait, de pouvoir connecter avec l'endroit de libération profonde, de joie profonde, d'énergie contenue dans tout ça aussi. Des personnes qui sont peut-être tout le temps fatiguées, la vie un peu, voilà. Et ben quand on va revisiter, relibérer l'émotion, en fait, de ça, toute l'énergie et toute la joie qui sont contenues et dans la colère et dans les larmes, il y a une puissance infinie dans tout ça. Et j'aurais envie d'inviter les gens à s'autoriser à aller la toucher, cette puissance-là, et cette mine, voilà, au sens de la mine de diamants, de joyaux, où on peut aller remonter tout ça pour déployer sa créativité, et aussi que c'est pour tout le monde, c'est pas réservé à une élite, ni le travail sur soi, ni de déployer sa créativité, créer c'est pour tout le monde, danser c'est pour tout le monde, chanter c'est pour tout le monde, et vraiment cette joie-là elle est disponible, et c'est vraiment trop dommage de s'en priver, quoi. Et, de prendre soin de la vulnérabilité, le dire, ça, parce que voilà, les personnes qui travaillent dessus le savent, mais il y a encore plein de personnes qui pensent que pleurer c'est être faible, que voilà, à quel point la vulnérabilité c'est une force, et c'est merveilleux. Et c'est ce qui permet de se relier aussi. C'est pas à travers la superwoman ou l'homme qui réussit ou quoi qu'on arrive à se relier au niveau du cœur, quoi. C'est à l'endroit de la vulnérabilité. Et ça, c'est magnifique de voir comment dans les espaces de groupe,
Voilà, je pense aux constellations essentiellement, mais c'est vrai aussi dans les espaces de danse libre. À quel point les gens se sentent connectés, reliés après. On a envie de prendre dans les bras les personnes avec qui on a constellé alors qu'on les connaissait pas avant et que peut-être quand on arrive dans la salle, on était comme ça, à dire oh là là, ils ont tous l'air bizarres. Et à la fin, voilà, ça connecte au niveau du cœur et ça c'est trop bon. C'est vrai. Donc, Raphaël, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui serait intéressé, comment il fait? Alors, sur Internet. donc j'ai un site Internet là qui est en train de se refondre, mais qui s'appelle Joie de l'âme en mouvement. Donc voilà, joiedelâme-en-mouvement.fr. Sur mon site internet, il y a toutes les informations. Sur Google Maps, on me trouve aussi. Mon cabinet, on peut prendre rendez-vous en ligne, pour l'individuel plutôt. Et puis après, je suis sur Instagram, à mon nom, Raphaël Lavandier, sur Facebook, à mon nom aussi. Voilà, il y a plein de façons de me contacter. Trop cool. Ouais. Les liens seront dans la description. Tu fais des événements réguliers aussi? Ouais. Ça peut être l'occasion de te rencontrer? Ouais, tout à fait. Donc, il y a une fois par mois les constellations sur Paris, une fois par mois les constellations sur Montpellier. Les ateliers danse par enfants aussi, une fois par mois sur Paris et très prochainement sur Montpellier. Et puis, il va y avoir, là, il y a un projet là, qui est en gestation depuis longtemps. Là, je vais monter un groupe écriture et voix. Ça va être un groupe d'écriture thérapeutique avec la possibilité de mettre en voix. Donc, de dire ce qu'on a écrit, de dire ce qu'a écrit l'autre, de le travailler avec différentes voix, peut-être de le chanter, peut-être, voilà. J'avais envie, parce que moi, j'ai été une femme de l'ombre et de l'écrit pendant longtemps, et l'oral, c'est venu après, et c'est passé par le chant, par la voix. Et donc, là, j'ai très envie de aussi, encore une fois, faire se rencontrer les deux. Donc ça va arriver très bientôt. Trop cool. Voilà. Raphaël, merci beaucoup pour cette discussion, c'était vraiment très chouette. Merci les auditeurs. On se retrouve bientôt. Merci à toi. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.